On va découvrir dans cette séquence la notion de champ électrique. Il s'agit donc d'une séquence particulièrement importante, puisque le champ électrique est à la base de la description et donc aussi de la compréhension de la plupart des phénomènes électriques ou électromagnétiques. Donc le champ électrique est une notion tout à fait fondamentale et j'espère que tu es en forme et que tu vas bien comprendre tout ce que je vais te raconter donc, dans cette séquence. Alors voilà, le champ électrique est illustré ici avec la lampe à plasma. Rappelle-toi, la lampe à plasma, c'est une petite boule ici centrale qui est chargée d'électrons. Tous ces électrons se repoussent l'un à l'autre et il y en a donc qui finissent par quitter cette boule en formant ces filaments ici. Et on le verra par la suite, en fait, ces filaments matérialisent en quelque sorte ce qu'on va appeler le champ électrique. Alors bien sûr, d'un point de vue concret, si les électrons se baladent ici dans ces filaments, c'est parce qu'ils subissent une force de la part des électrons qui sont dans la boule ici, une force qui est radiale, et c'est pourquoi ces filaments forment des rayons en quelque sorte, un petit peu comme des rayons de soleil ici, qui sortent donc de cette boule. Alors voilà, tout ça pour te dire que la notion de champ électrique est liée à la notion de force électrique, et c'est pourquoi je commence ici cette séquence avec un petit rappel de la loi de force électrique ou la loi de Coulomb ici. Quand on prend deux charges Q1 et Q2 à une certaine distance R l'une de l'autre, ces charges subissent une force qui est donnée par cette loi ici. La force est proportionnelle à une constante qu'on appelle la constante de force électrique ou la constante de Coulomb. Et on voit que la force est proportionnelle au produit des deux charges Q1 et Q2 et inversement proportionnelle à la distance, au carré de la distance qui les sépare. On a encore le petit vecteur 1R ici, qui est le vecteur unitaire radial, c'est le vecteur de longueur 1 ici, qui est dans la direction d'un rayon qui émane de la charge Q1 et qui passe par la charge sur laquelle s'exerce la force. Voilà donc pour le rappel. C'est donc sur cette loi-là que je vais me baser pour arriver à cette notion de champ électrique. Mais avant de faire ça, je vais en changer la forme, je vais changer légèrement les notations. Je vais donner ici à Q1 un rôle particulier. Je vais en fait étudier à partir de cette charge Q2 ici l'environnement de cette charge Q1. Et donc voilà, je ne vais jamais considérer la force que cette charge Q1 subit. Et donc, voilà, je vais lui donner un rôle particulier. Je vais tout simplement caractériser l'environnement de cette charge ici en termes de force électrique. Et donc, je vais lui donner le nom tout simplement de Q. Je supprime le 1 qui est là. Et à la charge Q2, ici, je vais donner le nom Q0. Q0 est le nom qu'on donne en général à ce qu'on appelle la charge d'essai. Alors le terme essai ici doit être compris au sens de test. On va tester en fait l'environnement, on va sonder l'environnement ici de la charge Q à l'aide de cette charge d'essai. Donc je vais la déplacer ici, la force va changer bien sûr en fonction de l'endroit où je me trouve et on verra que c'est ça qui va nous amener à cette notion de champ électrique. Et donc je vais utiliser la loi de Coulomb sous les nouvelles notations ici. Je vais remplacer Q1 par Q et Q2 par Q0. Voilà qui est fait. C'est la loi de Coulomb sur laquelle je vais me baser pour introduire le champ électrique. Alors voilà, je vais d'abord analyser ici cette force. On est clairement ici devant une situation qui peut paraître à la fois banale, mais aussi étonnante. On a ici une charge Q0 qui subit une force qui est due à cette charge-là. Une force qui est donc exercée avec une certaine distance. Cette charge-là a clairement un pouvoir d'action à distance sur la charge Q0. Par exemple, si je lâche ici la charge Q0, je la laisse libre de bouger, la présence de cette force va tout simplement l'éjecter loin de la charge Q, comme ça se produit donc maintenant. Donc voilà, force est de constater donc que cette charge a un pouvoir d'action à distance. Et ça, c'est quelque chose qui reste assez étonnant. En tout cas, nous, on n'a pas ce pouvoir. On en a toujours rêvé peut-être, à l'image de cette représentation ici d'un magicien qui exerce une force à distance ici sur son assistante. C'est ce qu'on appelle le phénomène de lévitation, comme c'est écrit ici. Alors on dit, le magicien ici, qu'il exerce un champ de force. Pourquoi est-ce qu'on dit champ de force et pas simplement force ? C'est tout simplement pour traduire l'idée que ce qui se produit ici est en fait une force qui est exercée en tout point du corps de l'assistante ici. S'il la portait à la force des bras,
elle ne flotterait pas aussi bien dans l'espace comme ceci, hein, elle serait étendue sur ses bras de manière très différente. Ici, le fait de flotter dans l'espace montre qu'il y a une espèce de force répartie, hein, sur tout son corps. C'est ce qu'on appelle donc un champ de force. Un champ, tout simplement parce qu'il y a plusieurs petits vecteurs l'un près de l'autre ici qui forment comme une espèce, hein, on pourrait l'imaginer comme ça, un champ, comme un champ de blé. Hein, on voit ici tous les épis de blé représentés par les petites flèches, les petites pointes des flèches. Voilà, tout ça pour introduire cette notion de champ de force. C'est une notion qu'on peut facilement retrouver ici en électricité. Par exemple, si je prends un petit morceau de papier et que je le frotte sur du plastique, pour le charger électriquement, eh bien, je pourrais très bien le léviter, ce morceau de papier, grâce à la présence de cette charge. Cette charge a un pouvoir d'action à distance sur ce papier, exactement comme le magicien ici donne l'illusion d'avoir un pouvoir d'action à distance, un pouvoir de force donc exercé à distance. Il génère un champ de force, exactement comme cette charge ici génère un champ de force. Et cette idée-là nous donne l'envie de dire qu'il y a quelque chose ici dans l'environnement de cette charge. À l'image de ce qui est représenté d'ailleurs sur cette affiche ici, on voit les petits éclairs ici qui sortent des mains du magicien pour représenter l'idée que c'est lui qui génère cette force. Il y a un flux ici de quelque chose qui passe dans l'espace entre lui et son assistante. Tout ça pour représenter l'idée que c'est lui qui génère cette force, c'est son énergie qui génère cette force. C'est une manière assez commune de le dire. Voilà, on pourrait dire donc la même chose ici. On pourrait se dire qu'il se passe quelque chose ici dans l'environnement de cette charge, une espèce de fluide qui passe et qui explique donc l'existence de ce champ de force ici. Voilà. Et ce qui est produit par cette charge ici existe forcément indépendamment de la feuille de papier ou non, tout comme la force qui passe ici de la part du magicien est indépendante de la présence ou non de son assistante. Voilà, je peux supprimer la feuille de papier ici. J'ai toujours quelque chose dans l'espace qui représente ce pouvoir d'action à distance. Et ça, eh bien, c'est la représentation, pour le moment fantaisiste, de ce qu'on va appeler le champ électrique. Ceci est une représentation fantaisiste, à l'image de cette représentation-ci. Maintenant, il s'agit donc de représenter cette notion de champ électrique de manière scientifique, bien sûr, d'arriver à représenter donc le pouvoir d'action à distance de la charge Q de manière scientifique. Alors, comment faire ça ? Voilà, ce que je vais proposer de faire maintenant, c'est tout simplement représenter la force qui s'exerce ici en un point de l'espace sur une charge dCq0. Voilà cette force. Je la représente graphiquement et je vais la laisser là. Admettons que je sois ici en train de travailler sur une feuille, j'ai déposé sur la feuille une charge Q, la charge Q0, et j'ai ici donc la force que je représente avec un vecteur. Et une fois que c'est représenté, donc ce vecteur reste en place. Et je peux maintenant déplacer ma charge Q0, le vecteur est représenté, il y reste. Ici je peux de nouveau faire la même chose, je construis le vecteur F, donné par la loi de Coulomb, et je passe à la position suivante, et ainsi de suite. Ici, je me rapproche très fort de la charge Q. Le 1 sur R carré sera donc très grand, puisque R est tout petit, et donc j'ai une force qui est beaucoup plus grande ici. Voilà, c'est pour dire que la force varie de point en point, bien sûr. Ici, au contraire, je me suis éloigné de la charge Q, je m'attends donc à avoir une toute petite force. Le 1 sur R carré devient quelque chose de tout petit, parce que R est devenu grand. Et donc voilà, je vais encore faire comme ça un point ici. J'ai également un vecteur force en ce point-là, bien sûr. Et je peux comme ça balader ma charge en tous les points, enfin pas en tous les points, mais en de nombreux points de l'espace ici, autour de la charge Q, pour avoir une représentation graphique de ce qu'on peut appeler donc un champ de force. Ceci, toutes ces petites flèches vertes ici, représentent le champ de force généré par la charge Q. Alors voilà, ce champ de force représenté de manière graphique ici est la traduction mathématique tout simplement de la loi de Coulomb. Voilà la loi de Coulomb, j'ai considéré cette formule, en chaque point de l'espace, j'ai construit le vecteur f qui y correspond et j'obtiens graphiquement ceci. Alors ceci, ça pourrait être ce qu'on voulait. Je voulais avoir une représentation
du pouvoir d'action à distance de la charge Q, en quelque sorte je l'ai. Mais quand on analyse la loi de Coulomb, on voit que cette représentation, tous ces vecteurs F ici, dépendent de la charge d'essai elle-même, Q0. Et ça, ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait atteint ce qu'on veut. Je voudrais ici quelque chose qui représente uniquement le pouvoir d'action de la charge Q, d'action à distance de la charge Q, et non pas quelque chose qui dépend de la charge d'essai elle-même. Donc voilà, si la charge d'essai diminue, par exemple, le champ de force ici va diminuer forcément. Si Q0 diminue ici, la force diminue, et voilà ce qui se produit. On voit qu'on a bien une représentation qui ne représente pas le pouvoir d'action à distance. On voit que ce qu'on a ici comme représentation représente aussi la charge d'essai Q0. Ce sera encore plus flagrant si je prends une charge d'essai négative. À ce moment-là, bien sûr, la force apparaît avec un Q0 négatif ici. Ça veut dire que ce sera une force opposée à un R. Ce sera donc bien une force attractive. Une force négative, une charge négative est attirée par une charge positive. Bien sûr. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a ici quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'on voulait. On a une représentation du pouvoir d'action à distance, mais qui dépend de la charge Q0 qu'on a utilisée pour construire tous ces petits vecteurs. Je reviens maintenant au vecteur que j'avais initialement avec une charge Q0 positive, et on voit donc que ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Ce que j'aimerais bien avoir, et en tout cas c'est ce que les scientifiques ont cherché à faire, c'est obtenir une grandeur qui représente exclusivement le pouvoir d'action à distance de la charge Q, indépendamment de ce qui se trouve dans son environnement. Et pour ça, donc, les scientifiques ont introduit la notion de champ électrique. Le champ électrique est défini, 3 petites barres ici, rappelle-toi, c'est pour dire que c'est la définition de la grandeur qui est là, c'est le champ électrique qui est donné par la force sur la charge d'essai. Alors c'est tout simple, mais il fallait y penser. Quand on divise la force par la charge Q0, on s'affranchit tout simplement du Q0 ici. On a maintenant une grandeur qui ne dépend plus que de Q et de la distance à laquelle on se trouve. Voilà la grandeur qui est. On a tout simplement, maintenant on a supprimé le Q0, il ne reste que KC, Q sur R carré, 1R. Et cette grandeur-là, elle ne caractérise que la charge Q. Et on va donc maintenant le représenter par un vecteur que je vais représenter en bleu. Voilà, c'est le vecteur champ électrique. Le vecteur champ électrique représente un champ, comme je le disais tout à l'heure, c'est le champ de force à l'image du champ de blé avec tous les petits épis qui pointent dans des directions, dans une direction bien précise. Ici, voilà, c'est le cas. On a tous ces petits vecteurs qui représentent donc le champ électrique. On appelle ça donc bien un champ, parce que c'est quelque chose qui est distribué dans l'espace. Et voilà, on a donc bien maintenant quelque chose qui caractérise le pouvoir d'action à distance de cette charge, et uniquement ça, on a quelque chose qui est tout à fait indépendant de ce qu'on va venir mettre maintenant dans l'environnement de cette charge. Alors bien sûr, ce champ électrique représente une force électrique, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Quelque part, ce champ électrique cache un champ de force. Pour le voir, je vais prendre tout simplement le champ électrique qui est ici. En ce point-là, si je mets une charge, forcément, je vais avoir une force sur cette charge. Voilà, la force F va apparaître. Comment est-ce que je peux connaître cette force? À partir de la connaissance du champ électrique, c'est très simple. Il me suffit de prendre la définition du champ électrique. C'est la force divisée par la charge qui subit la force. Et donc, il me suffit de voir que la force, c'est Q0 fois E. Et voilà, si je connais Q0, si je connais E, je peux connaître la force F que subit cette charge d'essai Q0. Voilà. Donc à propos des unités, bien sûr, on a une nouvelle grandeur ici qu'on a appelée champ électrique. Cette grandeur champ électrique a des unités. C'est très simple. Les unités du champ électrique, ce sera les unités de la force divisées par les unités de la charge. C'est ce qui est écrit ici. Les unités sont toujours notées entre crochets. Le crochet ici, les crochets entourant E signifient les unités du champ électrique. Ce sera donné par les unités de la force qui sont des newtons sur les unités de la charge qui sont des coulombs. On a donc bien les unités du champ électrique qui sont des newtons par coulomb. Il faut essayer de t'en rappeler. Voilà. Alors,
ben voilà, maintenant je peux forcément, hein, on peut changer la charge Q0, le champ électrique ne change pas, je diminue par exemple Q0, le champ électrique lui ne va pas changer, c'est juste la force qui va changer bien sûr, puisque Q0 a diminué, ben la force a diminué, même si le champ électrique lui n'a pas diminué, on a bien une grandeur qui caractérise seulement la charge Q. Alors je peux même prendre une charge négative maintenant. Je répète, hein, le champ E, lui, il n'y a aucune raison qu'il change, il ne dépend pas de Q0, mais par contre la force, elle, va changer. Alors j'ai représenté la charge négative en noir, hein, c'est souvent le code couleur qui est associé aux charges, hein, quand on a une source de tension, une pile électrique ou une batterie par exemple, hein, le noir représente l'endroit où se trouvent accumulés les électrons, et le rouge représente l'endroit où il y a beaucoup moins d'électrons, on a des charges positives. Donc voilà, la charge est maintenant négative, qu'est-ce qui se produit alors? C'est la charge est négative, on voit bien sûr que la force sera opposée au champ électrique, tout simplement. Voilà. Alors ça on ne le voit pas d'un point de vue théorique ici, on ne voit pas que la force est opposée au champ électrique. Hein, il faut vraiment se dire, ah oui, quand la charge Q0 est négative, ça veut dire qu'il y aura un signe moins ici devant le champ E, et j'ai donc bien une force qui sera opposée au champ E. Mais voilà, hein, pour rendre ça visible d'un point de vue théorique, je vais tout simplement écrire ici que la charge négative peut être exprimée comme étant moins la valeur absolue de cette charge. Hein, pour que tu comprennes bien ceci exprime tout simplement le fait que la charge Q0 est négative. Et pour que tu comprennes bien ça, hein, je vais prendre un nombre négatif que je vais appeler x. Si x vaut moins 2 par exemple, je peux définir la valeur absolue de ce nombre. Hein, je peux dire que la valeur absolue de moins 2, c'est forcément 2, c'est la définition de la valeur absolue. Hein, la valeur absolue d'un nombre négatif, je ne prends que le nombre sans son signe. Et c'est donc bien 2 que j'obtiens. Et donc le moins 2 ici, je peux l'écrire comme étant moins 2, c'est-à-dire moins la valeur absolue de moins 2. C'est ce que j'écris ici. Et moins 2, c'est tout simplement x, comme tu le vois ici. Et donc je peux dire que x qui vaut moins 2 vaut tout simplement moins la valeur absolue de x. Ceci est la traduction, est l'expression, je dirais, mathématique d'un nombre négatif. Dire que x est égal à moins x, moins valeur absolue de x, veut tout simplement dire que x est un nombre négatif. Tu vois d'ailleurs bien que si x était égal à plus 2, x serait égal à plus sa valeur absolue. Bien sûr, je n'aurais pas de signe moins ici. X serait directement égal à sa valeur absolue. On voit donc bien que ce moins ici devant la valeur absolue est bien la signature d'un nombre négatif. Et c'est donc bien ce que j'ai fait ici. Je passe de Q0 à moins valeur absolue de Q0, qui veut dire que Q0 est bien négatif. Et à ce moment-là, je vois explicitement ici le signe moins qui me montre que la force est opposée au champ électrique. Tu vas me dire, c'est beaucoup de choses pour pas grand-chose ici, mais néanmoins, tu verras que c'est très pratique, c'est utilisé très souvent par les théoriciens pour exprimer donc qu'un nombre est négatif. Voilà. Et ceci, donc, je vais l'exploiter d'ailleurs pour traiter le cas de la charge négative. Si la charge Q devient négative, je la représente en noir pour représenter ça. J'ai ici une charge d'essai positive. J'ai un champ qui, lui, est toujours le même, mais dans lequel j'exprime le fait que Q, maintenant, est un nombre négatif. Voilà, Q vaut moins la valeur absolue de Q, tout ça pour dire que Q est négatif. Et à ce moment-là, on voit que j'ai un signe moins qui va venir devant le vecteur 1R ici. Je peux l'écrire comme ceci, donc, le voilà, j'ai bien moins 1R, j'ai un champ qui sera donc opposé au vecteur unitaire radial. Ça veut dire que j'ai tout simplement un champ qui ira donc vers la charge négative. C'est un champ qu'on peut appeler dirigé vers l'intérieur ici. L'intérieur, quand on dit ça, donc c'est tout simplement, ça veut dire vers l'intérieur de cette charge. C'est une manière d'exprimer les choses. On a un champ qui va vers l'intérieur, alors qu'avec une charge positive, ici j'avais un champ qui va vers l'extérieur. Voilà. Donc voilà, on le voit mathématiquement grâce à cette astuce ici de la notation de la charge négative. Voilà, pour connaître la force correspondant donc à ce champ, j'ai ici pris une charge positive, Q0. Voilà, je vois que la force et le champ sont dans la même direction, et j'ai donc bien une force qui sera attractive. Tout ça est clair, on sait bien qu'une charge positive sera effectivement attirée par une charge négative. Tout ça est bien cohérent, c'est l'algèbre de l'électricité introduite par Benjamin Franklin qui permet d'avoir cette cohérence. Je peux même prendre une charge d'essai négative, on voit que ça marche toujours bien sûr. Si la charge d'essai est négative,
qu'est-ce que je fais? Je dois exprimer que cette charge d'essai est négative et je dois donc dire que c'est moins la valeur absolue de la charge elle-même, moins valeur absolue de Q0 fois E. Et je vois cette fois que F est opposé au champ électrique. Je dois la représenter comme étant opposée à la direction du champ électrique. Et je retrouve bien l'idée que deux charges négatives se repoussent. L'algèbre de Benjamin Franklin est utilisée ici et on voit que c'est extrêmement pratique. Il a eu une très très bonne idée d'introduire le signe plus et le signe moins donc pour les deux sortes d'électricité. Voilà, donc tout ça est très cohérent. On arrive donc à conclure. Donc voilà, c'est ce qu'on a appelé donc le champ coulombien. On a vu ce qu'est le champ d'une charge. Ça n'a plus de mystère pour toi. Tu sais que le champ d'une charge est représenté par ceci, que si la charge est positive, on a un champ qui, en tout point, va vers l'extérieur, ici, s'éloigne de la charge. Le champ est toujours radial, bien sûr, puisqu'il est dirigé selon le vecteur unitaire radial. Ceci est la représentation du champ électrique d'une charge Q positive. C'est ce qu'on appelle donc le champ coulombien. Coulombien, en hommage à Coulomb, bien sûr, qui a établi la loi de force électrique, d'où l'expression du champ électrique est directement tirée. On a tiré cette expression, rappelle-toi, de l'expression de la force de Coulomb, dans laquelle on avait un Q0 ici en plus. On a juste divisé la force de Coulomb par Q0. Et voilà, dans le cas d'une charge négative, le champ coulombien change de sens, puisque quand j'ai une charge négative, Q ici, je peux l'écrire comme étant moins sa valeur absolue, et je vois que j'ai un signe moins devant le vecteur 1R ici, qui m'indique effectivement maintenant que le champ électrique est rentrant vers la charge, il est dirigé vers la charge, il est toujours radial bien sûr, mais rentrant. Voilà. Alors bien sûr, on peut passer à une représentation 3D. Ceci est une représentation à 2 dimensions. Il est clair qu'il faut visualiser ça à 3 dimensions. C'est ce que j'ai tenté de faire avec ce schéma-ci. J'ai un vecteur ici qui sort du plan de l'écran, ici à moitié, qui va à 45 degrés plus ou moins. Celui-ci est vertical, celui-ci rentre dans le plan de l'écran. Bref, la distribution du champ, bien sûr, est une distribution à 3 dimensions. Elle est représentée ici pour le champ d'une charge positive et là pour le champ d'une charge négative. Alors pour bien te rappeler que le champ électrique représente un champ de force, je place ici une petite charge positive. Cette petite charge positive dans ce champ-là va subir une force qui sera dirigée dans le même sens puisqu'il s'agit d'une charge positive et donc cette charge va tout simplement être éjectée. Elle va s'éloigner de la charge de départ. Tandis qu'ici on a une charge négative. Si je mets une charge d'essai ici que je choisis négative, on sait que si la charge d'essai est négative, elle sera opposée, cette force sera opposée au champ, le champ est rentrant et la force est donc bien sortante. L'électron ici, si c'était un électron proche d'une charge négative, il aurait forcément tendance à s'éloigner. Voilà. Ceci me permet donc de conclure sur ce champ électrique. Peut-être que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de voir comment calculer ce champ électrique. Tu seras sans doute amené à faire un tel calcul. Comment faire le calcul du champ coulombien? Voilà le champ donc dû à la charge Q qui est là en un point de l'espace quelconque ici. Et que vaut le champ donc en un autre point ici que je choisis aussi quelconque? C'est forcément quelque chose qu'il faut pouvoir faire. Calculer des champs électriques, c'est important pour comprendre les dispositifs électriques et électromagnétiques. Tu peux bien t'en rendre compte. Donc qu'est-ce qu'on fait pour le calculer? Je vais aller très vite ici parce qu'en quelque sorte on va répéter ce qu'on a fait pour la force électrique. Rappelle-toi, le champ électrique vient de la force électrique, la seule différence c'est le Q0 qu'il n'y a plus. Et donc les choses seront très faciles. Voilà, ce qu'on fait bien sûr, c'est qu'on repère la position de la charge Q par un vecteur que je vais appeler RQ, position de la charge Q, c'est logique. Et ici, je vais donc donner les coordonnées de ce vecteur position qui sont donc XQ, YQ, ZQ. Ensuite, je vais forcément prendre la position du point de calcul du champ ici. Je vais l'appeler R, celui-là, R de coordonnées X, Y, Z. Alors je ne mets pas d'indice particulier ici parce que ce point en fait n'est pas nécessairement fixé. Rappelle-toi que le champ représente l'idée que c'est quelque chose qui est délocalisé. Le champ est représenté par des vecteurs en tout point de l'espace. Et donc c'est pourquoi je vais dire que E ici dépend des coordonnées de l'espace qu'on a choisi. Ce choix est tout à fait arbitraire. Je pourrais aller partout ici pour caractériser tout le champ électrique qui environne ici la charge Q. Voilà.
Donc voilà, mon but ici, c'est de calculer ce champ en ce point x, y, z. Alors pour faire ça, j'ai besoin, pour calculer le champ, j'ai besoin de R ici. Rappelle-toi, R avec la force électrique, on savait qu'il était donné tout simplement par le vecteur R ici, moins le vecteur position de la charge RQ. R moins RQ, eh bien le vecteur qui est ici, si je prends le module de ce vecteur, j'ai bien le petit r qui est ici. J'ai déjà résolu un problème. Alors pour le calcul concret, qu'est-ce qu'on fait? On calcule ce vecteur R moins RQ, c'est-à-dire qu'on prend les coordonnées du vecteur R et on retire les coordonnées du vecteur RQ, c'est-à-dire qu'on a x moins xq, x moins xq, y moins yq, z moins zq. On peut donc le calculer, tu dois simplement imaginer que toi tu auras des nombres ici pour les composantes de la position ici, du vecteur position RQ, que tu auras ici certaines valeurs pour x, y et z pour le point de calcul du champ. Tu peux donc calculer ça facilement. Bien sûr, comme je le disais, la norme de ce vecteur va donner le R dont on a besoin pour calculer le champ. Et la norme de ce vecteur, c'est très facile à calculer, c'est la norme euclidienne, c'est la racine du carré, de la somme des carrés des composantes de ce vecteur, c'est-à-dire x moins xq au carré, même chose en y, même chose en z. Donc voilà, c'est relativement simple. La seule chose qui nous reste maintenant, c'est peut-être le plus dur, c'est le vecteur unitaire radial. Le vecteur unitaire radial que je viens de représenter ici. On se rappelle, avec la loi de Coulomb, on l'a vu, ce vecteur unitaire radial, on va tout simplement l'obtenir en prenant le vecteur R moins RQ et en le divisant par son module lui-même. Le voilà. Ça, c'est le vecteur unitaire radial. Si je prends ce vecteur et que je le divise par sa longueur, effectivement, j'aurai un petit vecteur de longueur 1 qui est représenté ici. Et ça, je peux l'avoir facilement. J'ai le vecteur R moins RQ qui est ici, et je dois juste le diviser ici par le R qui est ici. Voilà. Et si je divise ce vecteur par R, je divise chacune de ses composantes par R, et j'ai donc bien le vecteur 1R. J'ai les composantes ici, que je reprends ici, et je les divise par R que j'ai aussi calculé ici. Donc voilà, tout ceci est très très simple. Sur le plan mathématique, on est capable de calculer le champ électrique en tout point. Il suffit de faire le calcul. Il y a des racines à calculer, c'est un petit peu lourd quelquefois, mais dans son principe, c'est extrêmement simple. Voilà. Donc le champ n'a plus de secret pour toi. On a vu pour le moment ce qu'on appelle le champ coulombien, c'est-à-dire le champ d'une seule charge à l'image de la boule qui est ici. On a une charge négative qui est ici. Et si cette charge est négative, elle va générer un champ que je vais représenter maintenant. Je t'ai dit que ces filaments matérialiser quelque part le champ électrique, eh bien oui, c'est vrai, ces filaments bleus là représentent ce champ électrique que j'ai précisément représenté avec des flèches bleues tout à l'heure. Alors tu vois que ce sont des flèches qui sont rentrantes, il ne faut pas oublier, la charge Q ici est négative, les électrons sont repoussés par cette charge, effectivement. Si Q est négatif ici, j'ai bien un champ qui est en moins 1R, c'est un champ qui est rentrant, les électrons eux sont de charge négative, c'est la charge des CQ0, qui est maintenant négative et qui va donc donner une force qui sera opposée au champ E. Et ces électrons vont bien quitter la boule dans le sens ici radial vers l'extérieur. Et c'est bien ça qui crée les filaments bleus qu'on a donc sur cette image de la lampe à plasma. Voilà, donc c'était l'introduction au champ électrique. C'était le champ coulombien, j'insiste bien là-dessus ici dans ce dernier slide, pour te dire qu'ici on a calculé le champ d'une seule charge, une seule charge Q. Il est clair qu'en pratique, il faut calculer des champs pour n'importe quelle quantité de charge, n'importe quelle configuration de charge. Et c'est ça que je vais aborder dans la séquence suivante, que je t'invite donc à regarder. Merci pour ton attention.